Bonjour et bienvenue dans le podcast qui va traiter des principes et techniques de l'échographie. C'est une présentation relativement courte qui vous donnera les bases sur le principe de fonctionnement de la machine et des sondes, ainsi que les bases pour tenir une sonde correctement et régler son image correctement. Alors, une machine d'échographie, c'est avant tout une sonde d'échographie qui émet des ondes, reçoit des ondes, et puis un device, un écran, un clavier, un processeur qui va nous transformer ces influx électriques en images pour que notre modeste cerveau soit capable de les interpréter. Alors, le courant électrique va arriver dans la sonde. Dans cette sonde, il y a des cristaux piézoélectriques. Cristaux piézoélectriques qui, par un effet de rapprochement, écartement, vont générer une onde qui est ultrasonore, une onde sonore en tout cas, qui va se propager dans le milieu. Cette propagation dans le milieu va rencontrer des obstacles, subir la réflexion, la réfraction et aussi l'atténuation d'ailleurs, pour être renvoyée vers la sonde. Cette sonde va donc agir de manière alternée comme émetteur et comme récepteur. Cette réception va régénérer en passant par les cristaux piézoélectriques une onde électrique, à ce moment-là un courant électrique qui va retourner vers la machine et qui va être interprété pour construire l'image. L'onde ainsi émise sera caractérisée par une amplitude et par une longueur d'onde qui auront son importance d'un point de vue physique et d'un point de vue clinique également. On y viendra un petit peu plus tard. Cette onde est un ultrason, d'accord. On se situe autour de 20 000 Hz. Au-delà des 20 000 Hz, on est dans quelque chose de tout à fait inaudible pour l'homme. Jusqu'à 20 000 Hz, certains hommes, les enfants surtout, peuvent encore entendre le, le- le son. Alors, la sonde, on l'a dit, agit comme un émetteur. Elle émet une onde dont on vient de voir les caractéristiques. Cette onde va rencontrer un milieu, va rencontrer un obstacle. Cet obstacle, en fonction de ses caractéristiques physiques, va réfléchir une partie de l'onde et va continuer à transmettre une partie de cette onde-là. Cette onde réfléchie va être interprétée par le device une fois récupérée par la sonde. Mais cette onde transmise, la partie d'énergie qui va continuer dans le milieu, elle va continuer à subir de la réflexion au prochain obstacle, ce qui va nous permettre d'interpréter plus profondément dans l'image. Je ne sais pas si c'est très clair, mais ça le deviendra, on l'espère, avec les cours. Voilà, cette dia-là est très importante, mais les chiffres ne sont pas importants en soi. Ce qui est important, c'est de retenir un ordre, c'est de retenir l'idée. L'idée, c'est que il existe pour tout tissu des caractéristiques physiques, la densité, la vélocité, l'impédance notamment. L'impédance est le plus important par rapport à la façon dont les ondes vont pouvoir traverser le tissu. On constate par exemple que l'eau a une impédance autour de 1,48 et qu'en fait tous les tissus du corps, à l'exception de l'air et de l'os, ont une impédance qui s'en rapproche, 1,33 jusqu'à 1,74 pour le myocarde. Donc pour la graisse, 1,33 pour le myocarde, 1,74. Ça veut dire que les changements, lorsqu'on change d'un tissu à l'autre, lorsqu'on passe de l'eau à la graisse par exemple, ou de l'eau au myocarde, eh bien on va avoir des différences d'impédance qui sont petites, et donc des réflexions qui vont se faire en fonction de cette différence d'impédance, mais quand même une propagation qui va pouvoir continuer. Par contre, si on regarde les extrêmes, à savoir l'air et l'os, eh bien on se situe dans des impédances minuscules pour l'air, ce qui va conduire à une différence d'impédance énorme si on passe de l'eau à l'air par exemple, ou de la graisse à l'air, et dès lors une réflexion totale. Ça veut dire que derrière un front d'air, on ne voit rien, rien. La réflexion est totale. Il n'y a aucun ultrason qui passe. C'est la même chose avec l'os. Derrière un front d'os, il n'y a rien, rien qui passe comme ultrason. On ne peut dès lors rien déduire de ce qu'on voit derrière. Au contraire, on va avoir une série d'artefacts dont on parlera au cours. Alors, la réfraction, pardon. La réfraction, c'est un principe important également, qui veut qu'en fait, lorsqu'un front d'onde arrive sur un changement de milieu de manière oblique, eh bien, ce front d'onde, la direction de ce front d'onde va être déviée. Et ça dépend de la différence de densité entre les deux tissus et d'impédance, et ça dépend de l'angle formé entre le front de changement et le front d'onde. Voilà, en pratique, ce que ça veut dire que dans cet exemple-ci, le vaisseau en rond là-bas va nous sembler juste derrière cet objet carré, alors qu'en réalité il ne l'est pas.
Pourquoi? Parce que l'onde émise par la sonde sera réfractée, donc déviée. Cette onde réfractée sera réfléchie par le rond. Cette onde réfléchie va suivre le même trajet inverse et donc être elle aussi réfractée, mais dans un sens opposé, et revenir à la sonde qui va l'interpréter comme étant dans l'axe de l'onde initialement émise. Et donc l'image construite va être que le vaisseau, là, le rond, se situe juste derrière cet objet carré. Et quand on pique sous écho, la réfraction peut nous tromper et nous faire localiser un vaisseau là où il ne l'est pas. On y reviendra en plus en détail dans les cours. Alors, la réflexion et les réfractions sont donc totalement dépendantes de la différence d'impédance entre les deux milieux concernés, ce qui explique que R et os stoppent complètement les ultrasons vu la différence d'impédance trop grande entre, quel que soit le milieu, l'os et l'air, ce qui va donc donner un masque acoustique, d'où l'utilisation du gel d'ailleurs. La transmission optimale en milieu aqueux, on y viendra un petit peu plus en détail, mais ça nous explique aussi qu'il peut y avoir des renforcements postérieurs derrière les collections liquidiennes, mais ça, vous allez le voir plus en détail au cours. Alors cette dia-là peut paraître un peu compliquée, mais en fait elle est archi simple. Elle parle de la longueur d'onde générée par une sonde et de sa capacité à pénétrer en profondeur dans les tissus et de sa capacité à nous donner une belle image, une image de bonne résolution. Ce qu'il faut retenir est facile. Les sondes de basse fréquence, 3 MHz par exemple, qui sont des sondes abdos, vont pénétrer profondément dans le tissu, mais vont nous donner une résolution assez pauvre. Tandis que les sondes à haute fréquence, autour de 14 MHz pour les sondes linéaires classiques de salle d'urgence, plutôt 12 d'ailleurs, enfin, vont nous donner une superbe résolution, mais par contre quelques centimètres de profondeur au mieux. C'est important parce que pour choisir la bonne sonde, il faut comprendre ça, comprendre si on veut aller profond, si on veut voir bien, voilà, et trouver le juste compromis, le bon choix pour l'examen à réaliser. Voilà, résumons. Une onde sonore est créée par des cristaux piézoélectriques. Cette onde subit la réflexion, la réfraction et l'atténuation, dont on n'a pas parlé, mais on parlera un petit peu plus au cours. Les ondes réfléchies sont analysées par le récepteur et traduites sous forme d'image à l'écran. Les artefacts générés par différents principes physiques sont importants à connaître. On a parlé de la réfraction ici. Il y en a d'autres qu'on va vous expliquer parce que ça peut être des outils diagnostiques très intéressants lors de tout à fait utiles dans la clinique de tous les jours. Le type d'image qu'on peut avoir. Alors, là, on va parler un petit peu plus de la machine. Les images, il y a le B-mode, le B-mode. B-mode, c'est en gros l'image que vous connaissez. C'est du deux-dimensionnel selon le cône d'onde qui est prévu par la sonde. Le Doppler, voilà, on peut parler le mode Doppler. Le mode Doppler, c'est un mode couleur, c'est-à-dire qu'il existe deux types de Doppler. Ici, on va vous montrer simplement le mode couleur. Et le principe, c'est que on va montrer en dynamique les mouvements de liquide à l'intérieur des vaisseaux, dans ce cas-ci ou ailleurs. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous avez une petite icône en haut à droite qui vous montre que les mouvements dits positifs sont marqués en rouge et les mouvements négatifs, c'est-à-dire ce qui s'éloigne de la sonde, est marqué en bleu, ce qui s'approche de la sonde est marqué en rouge. Ça veut dire que là, dans cet exemple-ci, vous voyez que la veine jugulaire est bleue et l'artère carotide est rouge. Très bien. Mais en réalité, si on veut regarder dans l'autre sens, on tourne la sonde, eh ben on aura l'inverse. Ne vous laissez pas avoir par les couleurs. D'accord? Une carotide peut être bleue. Le mode M est le troisième mode qu'on utilise régulièrement. Le principe du mode M est de démarrer d'une image en mode B, d'en prendre une ligne, la ligne verte ici au-dessus, et de cette ligne-là, la reproduire dans le temps. Par exemple, cette ligne verte passe par le ventricule droit, un tout petit bout du ventricule droit, le septum, puis le ventricule gauche, donc de la surface à la profondeur, ventricule gauche, et puis la paroi du ventricule gauche. Et ça nous permet dans le temps, parce que ça se reproduit comme ceci, de voir le ventricule gauche, en tout cas à l'endroit étudié, la façon dont il se contracte et s'expand, qui va permettre de faire toute une série de calculs. Il est aussi utilisé dans d'autres échos que l'écho-cœur, on expliquera ça tout au long du cours.
La prise en main de la machine. Bon, le principe est simple, on se prépare correctement, on se met à droite, à droite du patient. Ça veut dire que quand on rentre dans un brancard, on va pousser notre machine vers la gauche, quoi, le côté gauche du patient pour nous. On va encoder les infos patients, c'est très important. On va mettre la sonde dans la main droite et utiliser la main gauche pour tous les réglages machine. On s'installe confortablement. La bonne sonde doit être choisie en fonction de sa forme, d'accord, en fonction de ce qu'on veut voir. Il existe plein de sondes différentes. Là, il n'y a pas le quart de ce qui existe vraiment. Et le range de fréquence qu'on va utiliser, c'est-à-dire en fonction de la profondeur qu'on doit atteindre pour la meilleure résolution possible à cette profondeur. Tenir la sonde se fait à pleine main, proche de la peau, avec le repère à gauche ou en haut. Le repère sur la sonde est une marque en fonction de la machine. Ça peut être une petite lumière, ça peut être une petite marque de couleur. Ici, c'est une grosse ligne noire sur les machines dont on dispose aux urgences à Jolimont. Le repère est donc situé vers la gauche du patient ou vers le haut du patient si on doit faire des coupes sagittales ou transversales. On a donc dit la sonde à pleine main, bien proche de la peau, même toucher la peau de préférence. Donc on va toucher le patient, pas obligatoirement aussi fort, mais en tout cas on doit avoir un contact de la peau parce qu'on va regarder l'écran et pas notre sonde. Et ça va nous permettre de ne pas dériver et d'être plus précis. Régler la machine se fait selon les trois principes, les trois paramètres de base, la profondeur, la focale et le gain. Il est très important de régler ces trois paramètres avant de commencer à interpréter quoi que ce soit comme image. Voilà, la profondeur est importante. Elle va se voir sur la droite de l'écran dans toutes les machines avec une échelle qui a quelques repères. Ici, donc la profondeur de la surface vers la profondeur, ici c'est 24 cm. On conseille de commencer par un réglage de profondeur un petit peu trop large pour resserrer ensuite afin que l'image d'intérêt, que ce qu'on veut vraiment voir, occupe toute la profondeur de l'image. Ensuite, on va régler le focus ou la focale. En gros, c'est la convergence des ondes qui peut se faire en profondeur ou en superficie en fonction du réglage qu'on va choisir. Dès lors, la zone qu'on veut vraiment voir doit bénéficier de la meilleure convergence. Par exemple ici, donc le focus va se voir en général selon un petit repère situé sur l'échelle de profondeur. Et ici, c'est un petit triangle blanc. Là, à gauche, le focus est bien réglé. À droite, il est mal réglé. Je pense que ça se passe de commentaires. Maintenant, le gain ou intensité, c'est l'intensité d'ultrason et l'intensité de lumière que va donner notre écran. Le but est d'arriver à une image où les liquides sont bien noirs et où rien n'est brûlé. Au début, on a tendance à avoir un gain trop important parce qu'on a envie de tout voir et de ne rien rater, mais en réalité, les meilleures images se font avec un gain assez bas. Voilà, cette dernière vidéo va vous montrer comment est-ce qu'on va choisir les trois paramètres et comme il est important de le faire. Donc, résumons, on choisit d'abord la bonne sonde, ensuite on se met à une profondeur qui est probablement un petit peu excessive, ici l'exemple est complètement excessif, et puis on fait comme ça. Voilà, en numéro 1, la profondeur. Ici, il y a toute une zone de l'image inutile. On va donc régler la profondeur pour arriver à avoir la totalité de l'image qui nous intéresse et aucune zone inutile. Ça va amener la zone d'intérêt au milieu de l'image. Et voilà, ici on est à 25 cm. On diminue la profondeur progressivement, centimètre par centimètre, pour arriver à peu près 15 cm, qui est en général assez idéal pour un fast ou une écho. Deuxièmement, on va régler la focale, le focus, qui ici est très superficiel. C'est pas là qu'on regarde. Ce qu'on va regarder, c'est dans l'espace de Morrison, à cette hauteur-là. Et donc, on va diminuer la focale pour être exactement en regard de l'endroit qu'on veut regarder. C'est là que les faisceaux vont converger. Ensuite, il y a des zones brûlées, ici hyper-échogènes, et les zones hypo-échogènes sont un peu grisâtres. Ça ne se voit pas très bien ici, mais c'est beaucoup trop de gains. Au début, on veut toujours mettre beaucoup de gains, mais il faut diminuer le gain pour que les noirs soient bien noirs et que les blancs gardent un petit peu de définition. Pour gagner du temps, la plupart des machines ont un auto-réglage, une touche e-scan qui permet d'avoir un bon point de départ et puis qui peut être ensuite affiné. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Ne vous en faites pas si vous n'avez pas compris toutes les subtilités, c'est normal, c'était très rapide, c'est pour vous donner une overview de
ce qu'on va vous expliquer en détail au cours est déjà pour vous permettre de faire un petit bout de chemin par vous-même afin de profiter au maximum des travaux pratiques avec nous lors de vos cours. À tout bientôt.